Il y a quelques semaines, une œuvre de l'artiste de rue britannique Banksy était mise aux enchères chez Sotheby's à Londres. Quelques instants après que le commissaire-priseur ait frappé son marteau, scellant la vente de l'œuvre pour plus de 1,3 million de dollars, un signal sonore a retenti. La toile a alors commencé à glisser hors du cadre, ressortant de l'autre côté en fine lanière. Presque simultanément, Banksy publiait une photo de l'événement avec la légende « Adjugé, vendu », suivie d'une vidéo révélant comment il avait secrètement installé une déchiqueteuse dans le cadre, précisément pour le cas où l'œuvre serait un jour mise aux enchères. Sotheby's a affirmé n'avoir eu aucune idée de ce qui allait se produire, se déclarant « Banksyisé ». L'acheteur, quant à lui, est resté anonyme, une pratique courante dans les ventes aux enchères. Bienvenue sur Écho du temps, où nous plongeons au cœur d'un coup de maître artistique qui a secoué le monde de l'art et qui nous révélera les rouages cachés de ce marché si particulier. Après une semaine de spéculation médiatique sur qui était au courant et si l'acheteur devrait tout de même payer, Sotheby's a publié un communiqué de presse. Il expliquait qu'une nouvelle œuvre de Banksy avait en fait été créée lors de l'enchère, une œuvre authentifiée par l'artiste lui-même et rebaptisée « L'amour est dans la poubelle ». Banksy a ensuite diffusé une version Director's Cut de sa vidéo, expliquant que lors des répétitions, les tableaux se déchiquetaient entièrement à chaque fois. Il a même ajouté des extraits vidéo verticaux pour ancrer fermement ses répétitions dans un passé récent, prouvant ainsi qu'il est un maître manipulateur et que sa parole ne saurait être prise au pied de la lettre. Mais penchons-nous d'abord sur l'œuvre elle-même. Banksy a peint pour la première fois l'image d'une enfant tendant la main vers un ballon rouge en forme de cœur, à Londres en 2002, accompagné de l'inscription « Il y a toujours de l'espoir ». D'autres versions ont été réalisées dans la ville, mais aucune des fresques murales originales n'a survécu. Car, comme la plupart des œuvres de Banksy, il s'agissait d'art de rue non autorisé, créé sans permission pour le plaisir du public, et que les propriétaires ou les autorités municipales pouvaient repeindre ou protéger à leur guise. Des individus ont tenté, et réussissent parfois, à retirer et revendre ces œuvres publiques, mais pour l'essentiel, le travail de Banksy a toujours été éphémère et gratuit, une intention activement voulue par son créateur. Le ballon en forme de cœur est apparu seul en 2013, orné de bandages, à Brooklyn, et aussi avec des enfants debout sur un tas d'armes, vendu 60 $ dans un stand d'art à Central Park. En 2014, il a retravaillé l'image de la fille au ballon pour soutenir la campagne With Syria, expliquant « Le ballon rouge emporte la fille au-dessus du chaos, au-delà des bâtiments incendiés et des murs criblés de balles. » La même année, Justin Bieber s'est fait tatouer l'image sur le bras. Une version avec un ballon aux couleurs de l'Union Jack a fait surface en 2017, dans une estampe que Banksy a tenté d'offrir aux citoyens britanniques de certaines circonscriptions s'ils votaient contre le Parti conservateur. Mais comme il est illégal d'accepter un cadeau en échange d'un vote, l'offre a été retirée. Quelques jours plus tard, il a posté ceci. Lors d'un sondage en 2017, la fille au ballon a surpassé à la fois cette peinture de J.M.W. Turner et celle de David Hockney pour remporter le titre d'œuvre d'art préférée du Royaume-Uni. Tout cela pour dire qu'au moment où l'œuvre en question est arrivée aux enchères, il s'agissait d'une image très aimée et largement reconnaissable, estimée à environ 400 000 $ américains. Le rapport d'enchères indique qu'il ne s'agit pas d'un multiple, mais d'une œuvre unique, réalisée en 2006, avec la méthode signature de Banksy, le pochoir et la peinture aérosol, mais cette fois sur toile plutôt que sur un mur ou comme une estampe sur papier. Elle a été authentifiée par Pest Control, le service qui agit au nom de l'artiste et authentifie son travail. Sotheby's affirme qu'elle a été acquise directement auprès de l'artiste par le propriétaire actuel, resté anonyme, l'année de sa création, suite à une exposition qu'il avait organisée dans un entrepôt de Los Angeles. Et elle était présentée dans ce cadre doré, le cadre,
que Sotheby's déclare avoir été, je cite, « choisi par Banksy lui-même ». Les cadres dorés sont l'un des motifs préférés de l'artiste. En conjonction avec cette même exposition dans l'entrepôt de Los Angeles, il a publié une estampe qui exprime clairement son scepticisme quant au processus d'enchère et l'a même présentée dans un cadre doré ridicule. Et pour son exposition de 2009 au musée de Bristol, Banksy a mélangé ses œuvres avec la collection du musée, beaucoup d'entre elles dans des cadres d'époque appropriés, aidant son art à se fondre, du moins en quelque sorte. L'une d'elles était un cadre doré posé sur une dalle de béton, avec une silhouette demandant « Quelqu'un prend-il vraiment ce genre d'art au sérieux ?» et une autre répondant « Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un grand cadre doré. » 1 an plus tard, cette image est apparue sur un mur à San Francisco, démontrant clairement la situation délicate dans laquelle Banksy s'est retrouvé à mesure que sa notoriété augmentait et que de plus en plus de gens tentaient de tirer profit des ventes et expositions non autorisées de son travail. Je trouve peu probable que personne chez Sotheby's n'ait su ce qui allait se passer avec ce grand cadre doré, ou que quiconque l'inspectant n'ait rien trouvé de suspect. Je trouve également peu convaincant que la vidéo de Banksy montrant la construction de son cadre ait été réalisée en 2006, ou que ce soit une coïncidence si c'était le dernier lot de la vente aux enchères. Banksy aurait très bien pu être l'ancien propriétaire, Sotheby's n'étant pas obligé de divulguer cette information. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé indique très fortement que les gens prennent vraiment ce genre d'art au sérieux. Ils l'auraient probablement fait, même si l'œuvre n'avait pas été dans un cadre doré. Mais ils la prennent certainement encore plus au sérieux maintenant que le cadre s'est révélé être une partie intégrante de l'œuvre. Lorsqu'il a posté sa vidéo, Banksy a inclus la citation de Picasso. L'envie de détruire est aussi une envie créatrice. Et Banksy n'est certainement pas le premier artiste à incorporer la destruction dans la création artistique. Man Ray a réalisé son premier objet indestructible en 1923, un métronome altéré que le spectateur est invité à briser lorsqu'il a atteint, je cite, « la limite de l'endurance ». Robert Rauschenberg est célèbre pour son dessin de Willem de Kooning, effacé en 1953, et Niki de Saint-Phal pour son exposition de 1961, où elle demandait aux visiteurs de tirer sur ses peintures en relief avec une carabine de calibre 5,6 mm. Il existe de nombreuses façons pour une œuvre d'art de prendre forme, que ce soit par un processus additif, un processus soustractif, un processus qui doit se déployer dans l'espace et le temps, ou un processus immatériel, n'existant qu'au moment de sa performance et disparaissant dès qu'elle est terminée. La fille au ballon était une œuvre d'art, et elle en est maintenant une autre, née d'une action publique, mais qui conserve une présence matérielle très forte, car l'objet n'a pas été détruit. Il n'est qu'à moitié déchiqueté. Et comme c'était de la toile qui passait, la frange restante est assez stable. Je peux tout à fait imaginer un emballeur d'art confectionner avec soin une caisse qui la gardera en sécurité jusqu'à sa prochaine exposition. Elle n'est devenue vraiment plus intéressante qu'une fois déchiquetée. Les estampes en édition, ou les peintures des images de Banksy, même si elles sont autorisées par l'artiste, sont acceptables. Mais elles n'ont certainement pas le pouvoir subversif ou la présence de son art créé dans et pour l'espace public. Ces cadres dorés avaient servi à souligner l'artificialité de placer ces images destinées au public entre des mains privées. Mais maintenant, l'un de ces cadres s'est révélé être un agent d'insurrection, aussi incomplet que fut son acte de destruction. Et le monde de l'art adore être interrogé et critiqué. C'est étrange. C'est presque une sorte de chicane de haute volée à laquelle ils ont même donné leur propre terme à consonance universitaire. La critique institutionnelle. C'est ainsi qu'ils appellent l'art qui critique activement les structures dans lesquelles il vit et qui le rendent possible, comme les musées, les galeries ou, dans ce cas, une maison de vente aux enchères. C'est devenu une tendance après que les institutions ont commencé à collectionner des œuvres plus éphémères et performatives réalisées par des artistes dans les années 60 et 70.
Des artistes qui cherchaient stratégiquement à éviter les espaces traditionnels de l'art. Mais peu importe, les musées étaient heureux d'accueillir ces œuvres invasives et de les inclure dans leurs histoires de l'art. Et dans de nombreux cas, les gens se sont montrés désireux de les acheter aussi. Il n'est donc pas du tout surprenant qu'une œuvre aussi directement matérielle que celle de Banksy puisse atteindre un prix aussi élevé aux enchères. Et il n'est pas non plus surprenant que son collectionneur soit prêt à accepter son état transformé et probablement encore plus précieux. Surtout maintenant qu'après l'action, elle incarne un aspect de la subversion qui fait de Banksy, Banksy. Elle peut en fait vivre plus confortablement dans une exposition maintenant qu'avant, suspendue à moitié dans et hors de son cadre, racontant sa propre histoire des frasques de Banksy. Mais il y a aussi un autre élément important de cette œuvre que nous pourrions négliger, et c'est la publicité et la presse qui l'ont entourée, ce qui, je dirais, fait tout autant partie de l'œuvre que ce qui s'est passé chez Sotheby's. Banksy est brillant pour attirer l'attention et générer la controverse. Son anonymat en fait partie, et c'est quelque chose que j'espère ne disparaîtra jamais. Avec cette œuvre, il attire l'attention sur le processus d'enchère en général, qui n'est suivi de près que par une communauté extrêmement restreinte. La plupart d'entre nous voient des titres sur des ventes de plusieurs millions de dollars, ressentent une nausée, puis passent à autre chose. Le système d'enchères, sous sa forme actuelle, survit en partie parce que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. C'est un moyen très efficace pour les ultra-riches internationaux d'acheter et de vendre des actifs de grande valeur. Bien sûr, certains sont dans le jeu pour de bonnes raisons, mais l'action de Banksy nous a tous rendus plus conscients de quelques faits essentiels. Les gens sont prêts à payer des sommes d'argent incroyables pour l'art de nos jours. À de rares exceptions près, aucune de ces sommes ne va aux artistes. Il s'agit de ventes secondaires, ce qui signifie qu'un propriétaire vend à un autre. La plupart des artistes sont complètement impuissants lorsque leur œuvre est mise aux enchères. Pour reprendre un peu de ce pouvoir, il faut parfois se salir un peu les mains, comme lorsque Damien Hirst a orchestré sa propre vente directe aux enchères en 2008. Et comme ce récent coup de Banksy, qui a pu ou non être exécuté avec la coopération de Sotheby's. Que nous supposions ou non que ce que dit Banksy est vrai, ce que nous ne devrions vraiment pas faire, l'amour est dans la poubelle, nous rappelle tout de même les structures de pouvoir complexes qui se disputent quels arts et quels artistes seront désignés comme importants et précieux. Nous aimons le travail de Banksy parce qu'il nous aide à voir les déséquilibres de pouvoir flagrants qui nous entourent, même s'ils sont imparfaits, temporaires et corruptibles par des forces extérieures. Ou peut-être les aimons-nous davantage à cause de ces choses. Banksy peut sembler moins le pur rebelle contre-culturel qu'il était autrefois, mais j'apprécie pour ma part ses récentes tentatives d'opérer un changement, aussi minime soit-il, de l'intérieur, ou du moins avec un pied dedans et un pied dehors, capable de capter l'argent des ventes qui se produiront avec ou sans sa bénédiction, et peut-être d'appliquer ses revenus à de nouvelles œuvres à l'avenir. Je guetterai personnellement des dépenses publiques très importantes de 1,3 million de dollars de la part de Banksy dans un futur pas si lointain. Je lui laisse le soin de me surprendre.